Chers amis, chers élèves, merci d'être si nombreux ce soir. Vous avez d'ailleurs tout à fait raison, puisque nous avons un hôte prestigieux. Je voudrais en profiter pour remercier le groupe Hilary Défense d'avoir pris l'initiative de se souvenir que parmi les anciens élèves les plus prestigieux à la carrière importante, on va en parler, il y avait Emmanuel Mignot, diplomate, ici présent, qui va vous présenter une communication tout à fait d'actualité. Il y a encore quelques mois, quelques semaines même, il était le numéro 2 de l'ambassade de France auprès de l'OTAN, à Bruxelles, après avoir effectué une carrière de diplomate et dans le privé, puisqu'il a été le conseiller technique d'un Premier ministre, ici en France. Puis il a été en poste à l'étranger, au Mexique, je crois, dans une ambassade importante et très active, avant de faire un passage dans le privé, puisqu'il était en charge des affaires internationales, excusez du peu, d'Areva, devenu Orano, c'est ça, aujourd'hui, et qui est la principale entreprise française, pourrait-on dire européenne, en matière d'énergie nucléaire. Donc Emmanuel Mignot est parmi ces prestigieux diplômes. Il y a aussi le diplôme de l'Hilary, et je voudrais le remercier tout spécialement parce que c'est un ancien élève qui a fait aussi d'autres études, la London School of Economics, il a fait un DEA de sciences politiques à la Sorbonne, et je dois en oublier certainement quelques autres, mais il est aussi un ancien élève de l'Hilary, et il est très fidèle à l'Hilary. Et je en profite, c'est un message non dissimulé. Lorsque vous aurez quitté l'Hilary, diplômé, brillant, que vous aurez... n'oubliez jamais ce que nous avons vécu ensemble ici, qui est une vraie communauté, où on essaie ensemble de découvrir le monde, de mieux le comprendre, de mieux partager cette passion que nous avons pour les affaires internationales. Et donc merci Emmanuel Mignot, merci beaucoup. Il a aussi plein d'autres qualités. Il est engagé comme réserviste citoyen de la Marine nationale, etc. Et on ne peut rien dire encore. Il est promu à des fonctions importantes dans l'avenir. Donc merci à lui de venir partager avec nous cette soirée sur un sujet qu'il va vous présenter maintenant. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Un grand merci, cher Jean-Dominique, cher président. La dernière fois que je suis venu, il y a 3 ans, il y avait déjà Claire, très dynamique et très compétente, qui tient le flambeau de l'Hilary et je suis très content de venir à nouveau à la rencontre de la garde montante des jeunes Hilariens, dont je faisais partie il y a quelques années. C'était au moment où l'URSS s'effondrait, vous voyez, c'est il y a quelques années. Mais Jean-Dominique est arrivé et je suis très content de retrouver un ami. Jean-Dominique est vraiment un ami et c'est un homme de valeur, de conviction. C'est un homme qui connaît tout le monde à Paris et en Europe. Et donc vous avez un président extrêmement précieux et je suis très content qu'il apporte son énergie, son dynamisme et sa sympathie et sa chaleur à l'Hilary. Je suis content de retrouver le public de l'Hilary. C'est la 3e fois pour moi. J'étais venu quand j'étais chez Areva. Je suis venu il y a 3 ans, juste après le sommet de Varsovie de l'OTAN. Et je suis très content que Hilary Défense anime un petit peu la discussion sur ces sujets de défense dans les relations internationales. Depuis que j'étais à votre place, les questions de sécurité ont pris une importance croissante. Malheureusement, je dirais, puisque quand j'étais étudiant, moi je suis parti en stage au Pakistan. Alors je ne sais pas si partir en stage au Pakistan aujourd'hui c'est toujours aussi facile. En tout cas, moi je me suis promené à travers le Pakistan quasiment sans problème. Depuis, le monde a un peu évolué malheureusement. Mais ça rend les questions stratégiques encore plus intéressantes. Et on ne va pas parler du Pakistan ce soir, mais on va parler de l'Europe. Je crois que les enjeux de sécurité qui concernent l'Europe sont eux aussi beaucoup plus importants et beaucoup plus prégnants. Et je serai heureux d'échanger avec vous sur ces sujets de façon aussi libre que vous le souhaitez. Alors, moi, je voulais surtout vous parler de mon expérience. D'abord, quelques mots sur ce que j'ai fait après l'Hilary.
je crois que ça intéresse tous les étudiants de savoir un petit peu quels sont les parcours des anciens. Après l'ILERI, j'ai fait mon service militaire. Il y avait un service militaire encore à l'époque. Et c'était aussi une opportunité de faire des choses, puisque moi, je suis arrivé par hasard, par le plus grand des hasards, au cabinet du ministre délégué aux Affaires européennes. Ce que peut-être Jean-Dominique ne savait pas, mais ensuite, j'ai intégré le Master 2 de Sciences politiques et Relations internationales à la Sorbonne. Et puis, j'ai préparé le concours du Quai d'Orsay en apprenant le turc. J'avais commencé l'arabe ici à l'ILERI, mais j'avais abandonné. Et finalement, le turc, en faisant des stages, je me suis dit, tiens, c'est une langue intéressante. Au Quai d'Orsay, il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait turc à cette époque-là. Ça a un peu changé depuis. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une opportunité là. Et vous voyez aujourd'hui, on parle de la Turquie quand même beaucoup dans les relations internationales aujourd'hui. Et je crois que ce n'était pas forcément un mauvais choix. En tout cas, c'est un pays qui m'est cher, même s'il traverse des phases un peu difficiles. On pourra en reparler, notamment vis-à-vis de l'OTAN. On en a beaucoup parlé il y a une semaine ou 10 jours, au moment de la ministérielle OTAN, où la question de l'opération turque en Syrie a été abordée. Alors, quelques souvenirs quand même de l'ILERI, parce que l'ILERI, on y travaille, mais aussi on ne fait pas qu'y travailler. Alors, il y avait la partie très sérieuse, avec des TD, des devoirs sur table, je me souviens même des travaux dirigés de droit. C'était extrêmement rigoureux. On souffrait beaucoup. Et puis, il y avait des exposés dans des salles quasiment aussi grandes que celle-ci, peut-être même plus grandes, où ça se dissipait beaucoup dans l'arrière-rang. Je ne veux pas donner mauvaise idée, mais on était quelques-uns à faire la hola au fond de la salle en essayant de perturber les intervenants et nos camarades qui faisaient des exposés, puisque les profs étaient tournés vers l'exposant. Et puis il y avait les activités sportives, les conférences et les soirées, passant des soirées étudiantes classiques par le Beaujolais Nouveau, qui donnaient lieu à tous les dérapages que vous pouvez imaginer. Dérapages qui commençaient en début d'année avec le bizutage. Je ne sais pas si cette tradition s'est perpétuée. Bon, on dirait que oui. Bon, je voudrais commencer mon intervention peut-être l'OTAN et la sécurité européenne, l'OTAN, la sécurité des Européens. Je crois que c'est intéressant pour vous. Quand on regarde un petit peu les médias français, on n'entend pas souvent parler de l'OTAN. C'est une spécificité bien française. Si vous allez en Allemagne, si vous allez au Royaume-Uni, l'OTAN est beaucoup plus présent. Pourquoi ? Parce qu'en France, l'OTAN, bon, c'est un peu le truc des Américains, on n'aime pas trop, on n'en parle pas trop. Et finalement, il faut qu'il y ait des événements importants comme des sommets ou des ministériels qui se passent de façon un peu compliquée, ou qu'il y ait des déclarations un petit peu surprenantes d'un président américain pour qu'on en parle. Mais c'est un acteur important de la sécurité européenne et je crois que c'est utile pour cela d'en parler un petit peu et de voir ce que c'est aujourd'hui. Alors, pendant 4 ans, j'ai été le représentant permanent adjoint de la France à l'OTAN. Donc j'ai siégé dans le comité des adjoints. J'ai siégé aussi au Conseil de l'Atlantique Nord quand mon ambassadeur, j'en ai eu 3 différents, où mes ambassadeurs ne pouvaient pas siéger pour différentes raisons. Et c'est là où se décident les grandes orientations de l'OTAN. Le Conseil de l'Atlantique Nord est présidé par le secrétaire général de l'OTAN. Et j'ai participé à plusieurs sommets, dont le sommet de Varsovie, qui a donné vraiment des orientations assez nouvelles à la politique de défense, de dissuasion et de dialogue et les partenariats de l'OTAN. Je vous en dirai quelques mots. C'était à Varsovie en 2016. Cette année, nous fêtons les 70 ans du traité de l'Atlantique Nord qui a lancé l'Alliance Atlantique. Ce n'était pas encore l'OTAN, il n'y avait pas encore d'organisation au sens d'organisation internationale, l'organisation multilatérale, mais c'était une alliance atlantique qui permettait d'assurer la garantie de sécurité des États-Unis en Europe. Alors, évidemment, le monde, quand j'étais à l'ILERI, le monde était très différent. Quand le traité de l'Atlantique Nord a été signé, le monde était vraiment très différent. C'était vraiment le début de la guerre froide et les Européens avaient un besoin de sécurité assez clair. Aujourd'hui, le monde a complètement changé avec
l'émergence de l'Europe politique avec l'émergence des pays émergents, justement, et un monde plus chaotique aujourd'hui en termes de sécurité, moins structuré par ce schéma des deux blocs qui ont organisé les relations internationales pendant très longtemps. Et donc nous sommes maintenant dans une phase un peu différente. Alors, peut-être commençons par le début. Qu'est-ce que l'OTAN et pourquoi l'OTAN et pourquoi on a créé l'OTAN en réalité par le traité de Washington de 1949. Alors, le contexte, je le disais, c'est la guerre froide qui commence en 1947 et puis qui est vraiment le premier élément très, très marquant de la guerre froide, c'est le coup de Prague en 1948 où l'Europe réalise que, eh bien, il y a un antagonisme qui s'organise et chaque camp qui commence à se cristalliser en essayant pour le camp soviétique d'asseoir une domination. Dans le préambule du traité, on donne une définition qui est assez intéressante, surtout aujourd'hui. On dit « Les États sont déterminés à sauvegarder la liberté de leur peuple, leur héritage commun et leur civilisation fondée sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit. » Bon, on est dans les valeurs des Lumières, on est dans les valeurs des démocraties occidentales libérales. Bon, à l'époque, il y a 12 pays qui sont signataires du traité de l'Atlantique Nord. Donc c'est un petit noyau d'Europe occidentale qui s'est beaucoup étendu, puisqu'on va bientôt passer à 30 pays membres de l'Alliance Atlantique avec la Macédoine du Nord très prochainement. Et ce sont vraiment les valeurs des Lumières, ce sont les valeurs dont sont porteurs aussi les États-Unis, qu'ils promeuvent après la Première Guerre mondiale, les 14 points de Wilson, la Charte de l'Atlantique. C'est toutes ces valeurs qui sont cristallisées et dans la Charte des Nations Unies et dans dans le traité de l'Atlantique Nord. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et la mission, c'est sauvegarder la paix en décourageant l'adversaire. L'adversaire, évidemment, il est tout à fait évident, c'est le bloc soviétique. Alors, il s'agit d'organiser une communauté atlantique. À l'époque, elle n'est pas que militaire, elle est aussi politique. Vous voyez qu'il y a ces valeurs qui sont partagées. Il y a aussi une dimension économique, puisque à l'époque, il était prévu que les ministres de l'économie se réunissent, ce qui n'a pas eu lieu très souvent et qui s'est arrêté ensuite. Et le premier secrétaire général de l'OTAN va résumer la mission de l'OTAN de façon assez claire. Il dira « Soviets out, US in, Germans down ». Germans down, oui, parce qu'on est en 1949, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et l'Allemagne ne rejoindra l'OTAN qu'en 1955. Alors, 1955, justement, c'est vraiment à partir de 1952 que l'OTAN se structure en tant qu'organisation internationale. Elle a son siège à Paris. Elle est installée au palais de Chaillot pendant un moment, et puis après à Dauphine, ce qui est le bâtiment de l'université Dauphine aujourd'hui. Si vous allez à Dauphine, ce qui était mon cas pendant une année, sur les portes, vous avez l'étoile de l'OTAN. Et le bâtiment est formé en forme de A pour Alliance Atlantique. Et donc c'est vraiment là où était installé le siège de l'OTAN, avec le commandement suprême allié, donc un général américain qui était à Fontainebleau puis à Rocancourt. Et la France avait, jusqu'en 1966, en 1966, quand la France sort de la structure intégrée de l'OTAN, il y a 36 000 militaires américains en France avec des bases américaines sur l'ensemble du territoire français, des forces navales, des forces aériennes, des forces terrestres. Et en 1952 et jusqu'en 1955, la frontière de l'OTAN s'arrête sur le Rhin, à l'est. L'Allemagne n'est pas dans l'OTAN. L'Allemagne intégra l'OTAN en 1955. Alors, j'en viens à peut-être ma deuxième point, quelle sécurité pour l'Europe aujourd'hui? Alors, si on regarde la sécurité de l'Europe vraiment aujourd'hui, quels sont les enjeux, on voit que tout autour de l'Europe se dessine un certain nombre de crises. Et je parlais de ma scolarité à l'Hillery où le monde était plus pacifique et où on pouvait se promener de Marrakech jusqu'à Islamabad quasiment sans problème en voiture. Il y avait quelques endroits où il valait mieux pas se promener, le Baloutchistan pakistanais ou iranien,
ou peut-être l'Algérie qui était dans une situation un peu difficile au début des années 90, mais vous voyez que le monde et toute cette bande qu'on appelle l'arc de crise, toute cette région s'est malheureusement déstabilisée pour différentes raisons. À l'Est, nous avons connu la guerre en Géorgie, la guerre en Ukraine, les difficultés dans le Caucase avec la Tchétchénie, l'Afghanistan, plus à l'Est. Donc tout ça dans le pourtour de l'Europe. Le terrorisme a frappé un grand nombre d'États membres de l'Union européenne et ce n'est pas une menace qui va disparaître. On a vu aussi dans le milieu des années 90 le retour de la guerre en Europe avec les crises des Balkans, Bosnie, Kosovo, et des dérèglements démocratiques, des dérèglements politiques, des trafics, des pays où l'État soit s'affaiblit, soit s'effondre, avec une conflictualité qui a surgi dans de nouveaux espaces aussi, les espaces dématérialisés. Je pense que vous aurez l'occasion de parler du cyber, mais aussi la conflictualité qui a tendance à investir le domaine de l'espace, le domaine spatial. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on constate ? Un affaiblissement de la régulation internationale par le système multilatéral qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui rend les relations internationales plus instables, plus imprévisibles, avec une plus grande compétition pour l'accès aux ressources, avec une contestation même par de grands États du système international, que ce soit par la Russie ou par certains aspects par les États-Unis, une remise en cause des règles et des institutions du système international, de nouvelles stratégies avec on recule moins devant le recours à la force. Le recours à la force ou l'usage de la force armée est devenu moins tabou qu'il ne l'était il y a 20 ans. Des stratégies d'intimidation, des stratégies d'ambiguïté, on ne sait pas. Est-ce qu'une attaque cyber est une attaque armée ? Ça, c'est une des discussions qu'on a eues à l'OTAN, par exemple. Est-ce qu'une attaque hybride est une attaque armée ? Est-ce qu'une attaque hybride peut déclencher l'article 5 ou pas ? Voilà des situations nouvelles qui concernent l'Europe et qui ne sont pas exemptes de risques d'escalade. Parallèlement, les conflits de type un peu plus classique, interétatiques ou comme on avait pu les connaître auparavant, sont toujours présents. Il y en a toujours. Ils sont plus coûteux, ils sont plus durs. Et puis, on voit intervenir des nouvelles technologies qui rendent les choses plus complexes aussi, que ce soit les drones, l'intelligence artificielle ou les armes hypersoniques. Vous voyez, depuis 2 ans, on voit un florilège de nouvelles armes qui commencent à émerger, qui sont autant de questions sur comment va s'organiser la régulation autour de ces armes, s'il y en a une. Il faut espérer qu'il y en ait une. Et comment on peut s'assurer de bien canaliser ces nouvelles armes pour éviter des déstabilisations régionales ou mondiales. Peut-être quelques conclusions sur cette deuxième partie sur la sécurité pour l'Europe aujourd'hui. D'abord, je crois que la notion de territoire est en train d'évoluer. On voit bien que les menaces viennent aussi de chez nous. Les menaces venant de l'extérieur peuvent arriver chez nous à notre insu et plus facilement. On pense à la menace cyber ou aux menaces hybrides. Et la distance, finalement, finit par s'amenuiser. On voit une multiplication des menaces et leur combinaison qui rendent leur gestion plus compliquée. Pour autant, les menaces classiques ne disparaissent pas. Les moyens dont on dispose pour lutter contre ces menaces, les moyens multilatéraux et les organismes multilatéraux ont tendance à s'affaiblir, à être contestés. Donc, il y a une difficulté pour ceux qui vraiment veulent s'investir toujours dans ces organismes multilatéraux à pleinement faire jouer leurs mécanismes. Il reste les pays. Alors les pays sont eux aussi dans ce monde globalisé, parfois affaibli, ayant perdu
le contrôle de certains instruments de politique, ou bien seul face à un monde dans lequel vous avez un nombre grandissant d'acteurs, il devient plus compliqué d'agir. Donc il n'y a plus de réponse unique, et donc les outils pour répondre doivent être nombreux. J'en viens à mon troisième volet, comment les grandes nations voient la sécurité de l'Europe aujourd'hui. Je crois que c'est intéressant aujourd'hui, où on voit un petit peu un retour sur les nations et une sorte de réalisme face au multilatéral. Il est intéressant de voir finalement où sont les intérêts des grandes nations et qu'est-ce qu'elles recherchent. D'abord, les États-Unis. Les États-Unis, depuis 1945, sont le leader du monde occidental. Ils ont vu la sécurité en Europe comme une obligation, leur obligation, parce qu'il fallait contenir la menace soviétique. Menace soviétique qui n'existe plus, mais il y a la Russie, on pourra en parler. Mais dans le cadre de l'OTAN, il était quand même prévu dès le début que les Européens fassent l'effort premier. C'est l'article 3 du traité de Washington qui dit que la défense doit être faite sur la base des efforts individuels. Et ensuite, il y a une solidarité collective. Donc les Américains ont toujours insisté sur cette dimension-là. Les Européens doivent faire des efforts eux-mêmes pour leur défense. Alors on verra aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pris une nouvelle résonance, mais ça a toujours été une demande américaine, même si les intérêts de sécurité américains en Europe ont évolué dans le temps. Alors aujourd'hui, à l'époque de Trump, on voit bien que l'Europe, elle est perçue un peu différemment. En tout cas par Trump, qui voit l'Europe comme d'abord, quand on parle d'Union européenne, comme une construction multilatérale, bureaucratique. C'est exactement ce qu'il déteste. Donc pour lui, l'Union européenne, c'est à la fois un pouvoir en matière commerciale, une structure multilatérale et un pouvoir politique supranational, enfin, de nombreux ingrédients de ce qu'il n'aime pas. Donc c'est pas étonnant qu'il soit assez critique envers l'Union européenne. Deuxièmement, Trump voit vraiment l'Europe comme un fardeau en termes de sécurité, en disant, nous, les Américains, nous dépensons énormément pour la défense, les Européens ne font pas assez d'efforts. Alors ça, on pourra discuter, il y a du vrai, il y a du faux. Bon, Trump, c'est Trump, et il ne représente pas toute l'Amérique non plus, mais c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on voit évoluer, c'est quand même un retour vers une Amérique plus isolationniste, une certaine fatigue de l'Amérique après avoir investi beaucoup le champ de la sécurité internationale. L'Amérique se dit, est-ce qu'on devait faire tout ça? Est-ce qu'il faut toujours faire ça? Et pourquoi on doit le faire? Et les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a un questionnement qui va au-delà de la personne de Trump. Je crois que moi j'ai des amis américains qui m'ont dit, mais quand on parle aux gens ordinaires, dans la rue, ils disent, mais après tout, pourquoi on doit faire tout ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut continuer à envoyer des milliers de soldats en Afghanistan, des milliers de soldats au Levant? Donc il y a une certaine fatigue et un retour vers une tendance qui a toujours existé aux États-Unis, qui est une tendance à l'isolationnisme. Et puis il y a aussi la prise en compte, de façon brutale par Trump, de l'émergence de la Chine en tant que grand compétiteur stratégique des États-Unis, grand compétiteur commercial. Et je crois que la préoccupation numéro un des États-Unis aujourd'hui, ce n'est pas la sécurité de l'Europe, mais c'est comment va s'organiser, comment va se réguler et sur quoi va déboucher cette compétition stratégique avec la Chine. Un mot du Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, pour ce qui est de la France, dès 1947, nous avions signé un traité d'alliance, le traité de Dunkerque, qui était la première étape. Après, il y a eu le traité de Bruxelles qui a créé l'Union de l'Europe occidentale, et puis le traité de Washington pour l'OTAN. C'était la suite immédiate de la Deuxième Guerre mondiale, et c'était aussi le début de la prise de conscience de la guerre froide. Le Royaume-Uni est une puissance mondiale comme la France, qui a une influence mondiale.
Mais elle a fait un choix radicalement différent en 1956 lors de la crise de Suez. C'est-à-dire que nous, Français, nous avons choisi de renforcer notre autonomie stratégique en constatant que face à l'hostilité des grands, Moscou et Washington, nous devions avoir les moyens d'assurer nous-mêmes notre autonomie stratégique. Le Royaume-Uni a fait un choix très différent, qui est de coller à la politique américaine. Et donc, à partir de là, vous avez des orientations qui sont assez différentes, et on comprend pourquoi aujourd'hui, avec cette période du Brexit, le Royaume-Uni réinvestit l'OTAN. L'Allemagne. Alors l'Allemagne, on en a parlé un peu, l'Allemagne a trouvé sa rédemption dans sa réintégration dans l'OTAN et dans la construction européenne et dans la réconciliation franco-allemande. Donc vraiment pour elle, l'OTAN et la relation transatlantique sont des éléments majeurs. Moi, j'étais en poste à Berlin pendant 3 ans et on parle énormément de la relation transatlantique. On parle beaucoup de l'OTAN à Berlin, dans les journaux, dans les think tanks, chez les chercheurs. Pour eux, c'est une dimension fondamentale. Alors, c'est d'autant plus fondamental qu'aujourd'hui, elle est vécue un peu de façon difficile, puisqu'il y a ce contentieux commercial entre les États-Unis et l'Allemagne, que Trump a beaucoup investi. Et donc, les Allemands ont cette difficulté à gérer avec l'administration Trump, et ce qui pèse sur la relation transatlantique telle qu'ils la voient et à laquelle ils sont très attachés. Alors, là où les intérêts de l'Allemagne se rejoignent avec les intérêts français, c'est dans la construction européenne, et aussi dans une relation finalement un peu équilibrée avec la Russie, où on est dans l'OTAN, mais aussi on cherche à se parler et à essayer de trouver une voie un peu constructive. Alors, l'autre difficulté des Allemands avec les États-Unis, c'est que les États-Unis considèrent que l'Allemagne ne dépense pas assez en matière de dépenses de défense. Et là, c'est une attaque régulière des États-Unis depuis des décennies. L'Allemagne dépense 1,3% de son PIB en défense, quand la France en dépense 1,83 et le Royaume-Uni 2,15. Et les États-Unis plus de 3,5. Donc les Américains disent, oui, non seulement vous nous envahissez avec vos produits allemands, mais vous ne dépensez rien pour votre défense, c'est nous qui l'assurons à travers l'OTAN. Je schématise, mais c'est ça le discours américain. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est ça le discours américain. Alors on voit qu'il y a des éléments qui sont acceptables dans ce discours, et il y en a d'autres qui sont plus contestables. Je voudrais vous dire en quatrième point quelques éléments sur la France et l'OTAN. C'est une relation un peu particulière. La France, c'est un petit peu parfois le poil à gratter à l'OTAN. On a une position un peu exigeante, un peu spécifique, qui tient de notre autonomie stratégique. L'ensemble des pays de l'OTAN, à l'exception des États-Unis, de la France et de la Turquie, définissent leur politique de défense à partir de ce qui est décidé à l'OTAN. À partir de ce qui est décidé à l'OTAN. La France, les États-Unis et la Turquie, ce n'est pas le cas. On définit une politique de défense et une vision stratégique, et on vérifie à son adéquation, à sa cohérence, sa compatibilité avec ce que fait l'OTAN. Donc c'est une approche déjà très différente. Alors ce n'était pas le cas au début. Dans les années 50, quand j'ai mentionné que l'OTAN était accueillie en France, siège et de nombreuses bases, la France était une puissance très atlantiste, toute la 4e République. C'est l'histoire d'une relation transatlantique où la France est un des acteurs majeurs de cette relation de sécurité atlantique. Alors, la France est un des signataires du traité, donc il y a cette phase très positive jusqu'en 1958. Et dès 1959, dès l'arrivée du général de Gaulle, le général de Gaulle commence à retirer un petit peu des éléments de souveraineté de la France de l'OTAN. Ça commence par les forces navales en Méditerranée, sous le prétexte de la guerre d'Algérie, puis après on retire jusqu'à se retirer en 1966 de la structure intégrée et à dire aux Américains et aux Alliés, eh bien messieurs, nous restons, bonne nouvelle, nous restons dans le traité de l'Atlantique Nord,
Mais, mauvaise nouvelle, vous devez partir du territoire français avant la fin de l'année. Donc en 8 mois, l'OTAN doit déménager ses milliers de soldats et ses infrastructures qui partent en Belgique. Ça, c'est le retrait de 66. Alors, je voudrais quelques mots sur les raisons de ce retrait. Vous voyez bien qu'il y a cette question d'autonomie stratégique, mais si on rentre dans le concret, cette question d'autonomie stratégique, elle a plusieurs volets. D'abord, ce qu'explique le général de Gaulle et le Premier ministre Pompidou à l'époque, c'est nous, la logique des blocs, on n'aime pas, parce que s'il devait y avoir une escalade, et à ce moment-là, c'est la guerre du Vietnam, s'il devait y avoir une escalade, on ne veut pas être embringué dans une escalade qui ne nous concerne pas. Alors, il y a aussi d'autres éléments. C'est que la France et le général de Gaulle veulent avoir toute autonomie sur les moyens militaires, donc plus de forces sous commandement américain, ce qui était le cas jusqu'en 1966, et qui n'est plus le cas depuis 1966, même si la France est revenue dans la structure intégrée en 2009. Et puis, il y a la dimension nucléaire qui est très importante aussi. Au début des années 60, il se passe un élément très important qui est que les armes nucléaires soviétiques sont capables d'atteindre le territoire américain. Là, ça implique un changement de doctrine américaine. Jusque-là, comme les Américains étaient hors de portée des armes russes, pas de problème. Les Américains disaient, s'il y a une menace sur le territoire européen, c'est la théorie des représailles massives. Et donc, c'est la riposte maximale. Maintenant, si le territoire américain peut être touché, est-ce que les Américains ont envie de mourir pour le territoire européen? Vous voyez bien que c'est pour ça qu'on passe à la théorie des représailles, de la réponse graduée. On adapte la réponse. Et ça n'a pas plu à la France, qui a dit nous ne nous sentons plus protégés. Et puis, avant 1966, dès 1945 en réalité, mais les travaux s'accélèrent dès 1958, la France se dote de l'arme nucléaire et donc trouve là pleinement un instrument de son autonomie stratégique. Alors, qu'est-ce qui a changé en 2009 quand la France est entrée dans la structure intégrée de l'OTAN? Eh bien, la France a remis des militaires dans toute la structure militaire de l'OTAN. Je vous détaillerai un petit peu plus comment est structurée l'OTAN, mais aujourd'hui, on a environ 850 militaires français qui sont dans la structure militaire de l'OTAN, avec deux grandes branches. Une branche du commandement allié en Europe qui est installée à Mons, avec différents commandements en Europe, et puis une branche transformation, réflexion plutôt tournée vers l'avenir, vers les nouvelles conflictualités, les nouvelles guerres, qui est un commandement à Norfolk, qui est commandé par un général français. Il n'y a toujours pas de force française sous commandement américain en permanence. Il peut y avoir des délégations d'autorité, mais elles sont ponctuelles, elles sont décidées au cas par cas. Et en 2009, donc dans ce mouvement de retour qui visait essentiellement à remettre des militaires français dans la chaîne de commandement OTAN, c'était un peu la suite des enseignements des guerres au Kosovo et en Libye. C'est-à-dire que si on n'a pas de militaires dans la structure, on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'y passe et on ne peut pas avoir son mot à dire et comprendre vraiment à chaque échelon ce qui se prépare. C'est vraiment la conséquence de ces opérations-là où on se dit, finalement, si on veut peser de tout notre poids, il faut être présent à chaque niveau. Alors, aujourd'hui, à quoi sert l'OTAN? Aujourd'hui, l'OTAN a toujours trois missions principales. La première, qui est la grande mission, c'est la défense collective, c'est-à-dire la sécurité globale contre des menaces majeures. On pense aujourd'hui à la Russie, évidemment. Et puis, depuis 2014, depuis la guerre en Ukraine, qui a été un élément déclencheur du renforcement de la posture de l'OTAN, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment des mesures d'assurance pour les pays qui sont frontaliers de la Russie. On a disposé des contingents qui sont relativement modestes, qui ont une vertu dissuasive essentiellement, dans les pays baltes et en Pologne. Et puis,
on a renforcé aussi la mission de police de l'air dans cette région-là pour éviter les incursions. Et il y a eu pendant quelques années des incursions et des incidents aériens avec les forces russes dans cette région. Maintenant, il y a des forces, y compris des avions français régulièrement en Estonie, en Lituanie ou en Lettonie, qui assurent la police de l'air, ces pays n'ayant pas de force aérienne, pas d'avions de chasse. Et puis l'OTAN a créé des plans de riposte gradués qui permettent région par région sur la frontière Est de prévoir la mise en place de moyens plus importants avec des forces de renfort et des forces d'entrée. Tout ça s'est cristallisé vraiment au sommet de Varsovie dont j'ai parlé en 2016 avec ce qu'on a appelé les 3D, dissuasion, défense et dialogue. La relance du dialogue avec la Russie qui se passe au Conseil OTAN-Russie, donc au niveau du Conseil de l'Atlantique Nord avec l'ambassadeur de Russie auprès de l'OTAN. Il y a 3 ou 4 fois par an un Conseil de l'Atlantique Nord, ce qu'on appelle un Conseil OTAN-Russie, qui permet d'aborder les sujets avec un ordre du jour. On parle en premier de l'Ukraine, on parle de la question de la réduction des risques et des problèmes de force qui peuvent soulever des questions. On parle aussi parfois d'autres sujets comme de l'Afghanistan. Ensuite, ça c'est donc le premier pilier qui est la sécurité collective. Le deuxième pilier, c'est la gestion de crise. Alors c'est un pilier qui est en train de décroître puisque l'OTAN a encore des opérations. L'OTAN a encore 4000 hommes au Kosovo, une force de stabilisation. L'OTAN a encore de nombreux hommes, il y en a à peu près 40 000 en Afghanistan, des forces navales aussi en Méditerranée. Donc il y a encore tout un volet opération, mais qui est plutôt en train de se réduire. Et puis il y a le dernier volet qui sont les partenariats, c'est-à-dire comment on aide des pays qui en font la demande à développer leurs moyens militaires, leurs forces de sécurité, leurs centres d'urgence en cas de crise. Alors aujourd'hui, si on veut peut-être prendre un peu de hauteur et peut-être préparer un peu les questions que vous pourrez avoir un peu plus tard, à quoi sert vraiment l'OTAN ? Alors, le traité, il organise, pour revenir aux fondamentaux, le traité organise la solidarité entre les deux rives de l'Atlantique, entre l'Europe de l'Ouest, qui s'est bien agrandie depuis le traité de Washington, puisqu'on va passer à 30, et les États-Unis. Et cette garantie de sécurité pour les Européens, elle est vraiment fondamentale. Et l'OTAN, c'est aussi une structure qui est très développée. Au fil des temps, elle s'est développée avec, comme toutes les organisations multilatérales, vous avez un secrétaire général, vous avez qui est le chef de l'organisation, le chef du personnel, et puis la figure de représentation. Il préside le Conseil de l'Atlantique Nord, et puis le Conseil de l'Atlantique Nord, qui est l'organe exécutif qui prend des décisions à l'unanimité, ce qui fait que quand il y a un pays qui n'est pas d'accord, eh bien, il n'y a pas de décision. Parfois, ça donne lieu à des discussions difficiles pour arriver à des consensus. Par exemple, lorsqu'on négocie, et j'en ai négocié plusieurs, des communiqués des sommets de l'OTAN. Le sommet de Varsovie, il y avait un communiqué de 50 pages. Eh bien, c'est 3 semaines de négociations intensives. À la fin, c'est aussi le soir et la nuit et le week-end. Et puis, on arrive au final à déboucher sur un texte de consensus avec l'ensemble des pays membres. Chacun ayant ses intérêts différents, ses points de vue différents. Mais c'est ça, l'intérêt du multilatéral, c'est de forger du consensus à partir de points de départ qui sont très différents, et pour éviter que les tensions ne dégénèrent. Alors, l'OTAN en tant que structure, oui, c'est aussi un atout parce que vous avez une structure militaire qui est opérationnelle s'il y en a besoin, avec un commandant américain qui est le SACEUR, qui est installé à Mons en Belgique, avec un adjoint britannique, avec un chef d'état-major allemand et avec un vice-chef d'état-major français. Et ensuite, on a des commandements mer, terre, air, vous avez des commandements interarmes, vous avez des commandements, plusieurs types de commandements. Et donc tout ça est prêt pour assurer une défense collective, une défense en termes classiques, c'est-à-dire
ce qu'on appelle la défense nationale. C'est pas fait, même si ça peut être utilisé, c'est pas fait pour faire une opération. C'est fait pour faire de la défense, pour assurer de la sécurité collective. Donc ça n'existe pas ailleurs en Europe, à part dans les pays, mais à l'échelle du continent européen, et avec les moyens américains, il n'y a qu'à l'OTAN que ça existe. Alors peut-être un mot sur l'arme nucléaire dans ce contexte-là. On en parle moins que par un moment, mais enfin avec la fin des traités qui, les uns après les autres, disparaissent, l'arme nucléaire reprend un peu de visibilité. Les doctrines américaines et russes évoluent, et l'OTAN organise aussi la mise en place d'un certain nombre d'armes nucléaires dans des pays européens, sous commandement OTAN, essentiellement américain, et ça fait partie de la dissuasion de l'Alliance atlantique. Alors la France ne fait pas partie du groupe des plans nucléaires, donc nous ne participons pas à la planification nucléaire de l'OTAN, mais nous participons à la politique nucléaire de l'OTAN. Alors, voilà, vous voyez donc que dans l'OTAN, si on compare avec l'Union européenne, qui est une puissance en termes de défense un peu en construction et en devenir, l'OTAN, c'est déjà une institution très aboutie, très développée, avec l'apport américain à l'intérieur. Avec évidemment les questions que tout ça peut susciter. Mais qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, c'est la seule institution capable d'organiser une défense collective en Europe aujourd'hui. Alors vous allez me dire, comment ça fonctionne avec l'Union européenne? Ça fonctionne plutôt bien. En fait, surtout depuis un certain nombre d'années où la culture a un petit peu évolué. Il y a eu des années où les deux institutions se regardaient en chien de faïence et évitaient de se parler. Maintenant, elles se parlent au quotidien à tous les échelons. Ça fonctionne bien, il y a une bonne répartition des tâches, il y a même des accords spécifiques, ça c'est un peu plus ancien, mais pour que l'OTAN mette à disposition de l'Union européenne un certain nombre de moyens, c'était le cas en Bosnie par exemple, et il y a beaucoup de choses qui sont faites en commun et en bonne intelligence. Alors je terminerai par les défis pour demain. Vous allez me dire l'OTAN et les nouvelles menaces, alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, et l'OTAN et la Chine, et l'OTAN et le cyber, et l'OTAN et les opérations hybrides. Eh bien, oui, c'est des sujets qui sont discutés à l'OTAN. Évidemment, la zone de compétence de l'OTAN est la zone atlantique. Elle est vraiment précisément définie dans le traité. Et donc, la Chine est quand même un peu en dehors de cette zone, même si l'OTAN, c'est aussi un forum de discussion politique. Donc on discute des enjeux, parfois on discute de la Corée du Nord, parfois on discute de la Chine. Mais le cyber, lui, est une dimension qui est tout à fait prise en compte, avec des décisions qui ont été prises pour encourager les États membres de l'OTAN à renforcer eux-mêmes leur défense cyber. Le cyber, c'est vraiment un domaine très souverain. On partage peu le cyber. Quand on a un savoir-faire, on le garde en général. Donc c'est un domaine où plutôt on cherche à faire prendre conscience, à inciter d'autres pays à développer des outils, à se protéger, voire à les conseiller, à les aider s'ils en ont besoin. Mais ça passe surtout par des efforts nationaux. Alors vous allez me dire, les orientations de Trump, il a dit l'OTAN est obsolète, il a dit des choses un peu curieuses, qu'est-ce qu'on doit en penser? Alors il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui pensent que Trump est un accident de l'histoire et que l'histoire va reprendre son cours normal après Trump, et on verra si les élections l'année prochaine donnent tort ou raison à cette école. Et puis il y a ceux qui disent, écoutez, oui, Trump est peut-être un peu brutal, mais il reflète quand même l'évolution de l'état d'esprit de la société américaine, un certain repli et un certain désintérêt des affaires du monde, une importance relative des questions de sécurité en Europe par rapport à ce qui les concerne plus largement et que j'ai mentionné en Asie.
aussi, il y a ce qui nous dérange peut-être nous, Français, un peu plus, ce rejet du multilatéralisme qui s'est quand même construit sur les valeurs américaines après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et auxquelles nous sommes très attachés, parce que justement, il y a ces valeurs et ce sont des instruments qui permettent d'éviter de tomber dans des rapports internationaux qui soient uniquement des rapports de force, mais qui soient des relations gérées, organisées et négociées. Alors, l'OTAN, dans ce contexte-là, n'est pas exemple de facteur de division. On a parlé de la Turquie avec l'intervention turque dans le nord de la Syrie, avec évidemment la Turquie est un sujet intéressant, on pourra en reparler. Bon, l'OTAN à 30, c'est une géographie très, très variée. Entre l'Islande et la Turquie, vous voyez que les intérêts de sécurité ne sont pas les mêmes. Entre l'Estonie et le Portugal, entre la Croatie et la Norvège, vous voyez que la géographie est très différente, les perceptions des menaces sont différentes, et donc plus l'OTAN s'élargit, plus c'est difficile d'arriver à ce consensus dont je parlais. Mais voilà, ça reste une enceinte multilatérale qui produit du consensus et qui arrive à avancer vers un objectif commun. Alors, 2-3 mots de conclusion pour terminer. Je vais vous dire un petit peu ce qui est maintenant ma conviction. Je parle à titre personnel, n'ayant plus de fonction officielle en ce moment. Je crois que nous avons besoin, nous Français, de l'Alliance Atlantique parce que nous avons besoin des États-Unis. Nous avons besoin des États-Unis parce que les États-Unis vont rester la première puissance politique et militaire dans le monde dans les années qui viennent, et pour un temps qui n'est pas connu, mais c'est une réalité. Et donc nous en avons besoin pour assurer une stabilité, une sécurité du continent européen, et nous en avons besoin aussi dans le reste du monde pour assurer la sécurité dans les zones qui nous intéressent. L'OTAN, ça représente aussi un forum de démocratie occidentale, libérale, pluraliste. Et ça, finalement, c'est une notion, c'est un club qui n'a pas tellement tendance à s'élargir. Et donc, c'est aussi un élément important. Les enjeux, vous l'avez vu, on a passé en revue un petit peu les enjeux de sécurité auxquels fait face l'Europe, mais les enjeux de sécurité ont pas tendance à diminuer, mais au contraire à augmenter. On ne se rend pas tellement compte quand on est dans nos pays européens confortablement installés, mais dès qu'on sort du continent européen, la sécurité est quand même très dégradée, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, au Levant, ou dans les pays d'Amérique centrale, où j'étais en poste aussi, où pour d'autres raisons qui sont liées à la criminalité, la sécurité est quand même assez aléatoire. Et puis, je crois qu'il faut rester réaliste aussi. Les organisations internationales sont très utiles, sont très importantes. Il faut les renforcer, il faut les cultiver, il faut les défendre, mais elles ne sont pas tout, elles ne peuvent pas tout faire. Les organisations internationales elles n'ont pas d'existence en tant que telles. Ce sont les États qui font la politique des organisations internationales, et ce sont les États qui sont les actionnaires. Et donc, avant tout, elles sont dans les mains des États. Donc, elles sont soumises au bon vouloir, ce qui peut être positif, ce qui peut être négatif, au bon vouloir des États. Il faut en rester conscient. Mais dans le monde complexe et de plus en plus chaotique que nous voyons, je crois que ces organisations internationales et l'OTAN en est une parmi d'autres. La sécurité n'est pas assurée uniquement par l'OTAN. L'Union européenne fait énormément aussi, mais aussi l'OSCE joue son rôle, les États-nations jouent leur rôle. Les acteurs en termes de sécurité sont multiples, et je crois que c'est important de garder la possibilité pour un pays d'avoir un certain nombre de claviers sur lesquels jouer et d'outils pour pouvoir vraiment exercer son influence et faire avancer ses intérêts dans le système international. Voilà, je vous remercie.
Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Mignot. Du coup, on va passer aux questions. Qui veut en poser une? Bonsoir. Alors déjà, évidemment, merci de votre présence parmi nous ce soir et de votre conférence. Question un petit peu naïve de ma part. Dans le cas d'un, disons, un futur proche où les États-Unis continuent une politique de plus en plus isolationniste, pensez-vous, enfin comment dire, quid de l'OTAN sans les États-Unis? Est-ce que vous pensez que l'Europe pourrait continuer à le faire survivre? Enfin voilà, que pensez-vous de ce cas de figure? Merci. C'est pas vraiment une question naïve, mais c'est une vraie question. Une vraie question que je peux vous dire, tout le monde se pose aussi à l'OTAN. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans la question. D'abord, les États-Unis sont intéressés à la sécurité de l'Europe parce que ils y ont investi, parce que ça fait partie de leur monde intellectuel, de leur monde en termes de valeurs. Et donc la sécurité de l'Europe sera importante pour eux aussi, même si ils vont s'intéresser davantage à l'Asie et que leur bande passante pour s'intéresser à la sécurité de l'Europe va peut-être se réduire. Pour l'instant, ce qu'on a vu de la part de Trump, c'est plus du chantage qu'une volonté réelle de dire ciao l'OTAN, c'est fini, c'était après la guerre froide et maintenant c'est terminé, vous vous débrouillez. Non, ce qu'on a vu, c'est le président Trump dire écoutez, vous les Européens, vous ne dépensez pas assez pour la défense. Si vous ne dépensez pas assez, attention, ça pourrait remettre en cause la garantie de sécurité américaine. Pour l'instant, il n'a pas débranché la prise. Pour l'instant, il fait monter la pression, ce qu'il fait avec d'autres interlocuteurs. C'est la méthode du businessman qu'on a vu avec d'autres. Il fait monter les enchères. Voilà. Alors après, jusqu'où va-t-il faire monter les enchères? Est-ce qu'il a envie de pétarder entièrement le système multilatéral? Il y a beaucoup de questions. Il y a aussi des questions qui, sans doute, se trouveront leur réponse en cas de deuxième mandat éventuel du président Trump. Il y a beaucoup de questions sans réponse à ce stade, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de postures de Trump pour posture de négociation, posture pour obtenir des évolutions et pouvoir les vendre à son opinion publique. Bonjour, je vous remercie pour votre conférence. Déjà, j'aurais une petite question précisément sur les pays baltes. Quelle serait une réponse réelle de l'OTAN en cas de soulèvement pro-russe sur le modèle qu'on a vu en Crimée ou dans le Donbass, où il y a des régions où il y a des majorités russophones en Lituanie ou dans ces pays-là? Quelle serait la réponse concrète de l'OTAN, notamment couplée à des opérations d'attaque cyber et de rétorsion économique avec le pétrole et le gaz qui vient de Russie? Quelle pourrait être la réponse concrète et réelle de l'OTAN et la capacité réelle à avoir un impact sur cette crise? Merci. Alors c'est exactement le scénario sur lequel on a pas mal phosphoré à l'OTAN ces dernières années. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un scénario qui n'est pas complètement absurde parce qu'il ressemble à celui de la Crimée et de l'Ukraine, parce qu'il y a des minorités russophones dans les pays baltes, parce que quand vous regardez une carte, vous voyez très vite que les pays baltes sont des petits pays adossés à la mer et donc n'ont pas de profondeur stratégique, donc les défendre est difficile. Et c'est la raison pour laquelle le domaine hybride a été intégré comme pouvant donner lieu à l'activation de l'article 5 de l'OTAN. Alors, il faut que pour activer l'article 5, il faut qu'il y ait un pays qui le demande. C'est une clause de solidarité, donc il faut qu'il y ait un pays qui le demande. Et ensuite, ça déclenche les mesures qui sont décidées au cas par cas. Il n'y a pas de déroulement automatique d'un processus. C'est vraiment en fonction de la crise. Après, il faut quand même qu'il y ait une agression armée, il faut quand même qu'il y ait des faits. Mais le scénario dans lequel vous vous inscrivez est certainement le plus délicat parce que
on est dans la zone grise, pas vraiment un conflit avec l'emploi de la force armée et l'invasion des territoires, mais une situation où finalement un morceau de territoire pourrait demander à être rattaché à la Russie, avec finalement, voilà, je crois que c'est résolu. Ouais, avec toutes sortes de mesures. On commence toujours à l'OTAN par des réunions, ce qu'on appelle l'article 4, les consultations. C'est-à-dire, voilà, il y a un problème, eh bien, on montre qu'on se réunit et qu'on en discute. C'est déjà un message vis-à-vis du monde. Et après, vous pouvez prendre des mesures, toutes sortes de mesures qui sont mise en alerte de certaines forces qui sont dans les régions, renforcer les activités de collecte d'informations, de renseignements, commencer à déplacer. Bon, bref, il peut y avoir une gestion tout à fait graduée, et heureusement d'ailleurs, de ce genre de crise, sans que ça débouche sur une confrontation, et le tout étant de garder le contrôle d'une éventuelle escalade. Et ce genre de scénario est joué dans des exercices que l'on fait une fois par an. Et il y a aussi d'autres exercices auxquels les militaires sont très habitués. Les militaires sont vraiment une culture d'exercice, mais l'exercice dont je vous parle, c'est un exercice d'utilisation des procédures et un exercice où le Conseil de l'Atlantique Nord siège pendant une semaine et travaille sur un scénario de crise pour voir comment ça pourrait se passer. Bonsoir monsieur, je m'appelle Victor, je suis étudiant en deuxième année. Vous avez parlé tout à l'heure de la zone géographique qui est la raison d'existence même de l'OTAN, c'est-à-dire l'Atlantique Nord. Or, la dernière grosse opération de l'OTAN en Afghanistan était quand même assez éloignée de cette zone géographique. Vous ne pensez pas que ce genre d'opération impopulaire auprès des opinions publiques, de certaines opinions publiques de pays européens, je pense notamment à la France, font peser une menace sur la présence même de la France au sein de l'OTAN? Merci. D'abord, oui, sur l'Afghanistan, effectivement, l'opération est hors zone. Mais elle fait suite à l'agression contre les tours du World Trade Center, donc d'un allié des États-Unis. Donc c'est une réaction et c'est la seule, dans l'histoire de l'OTAN, c'est le seul exemple d'invocation de l'article 5 du traité. Donc on est bien dans le traité. Après, on est hors zone, oui, c'est vrai. Après, la deuxième partie de votre question sur la popularité, au début, l'opération n'était pas du tout critiquée. L'opération s'est avérée difficile, longue, coûteuse. Après, l'opinion, je ne sais pas si l'opinion aujourd'hui est très mobilisée sur ce sujet. Quand vous regardez, il y a un sondage qui est paru en France il y a un an, plus de 50% des Français pensaient que la France n'était pas dans l'OTAN. Bon, vous voyez les enquêtes d'opinion. Je veux pas tourner en dérision votre question, mais je n'oserais pas. Mais tout dépend comment on pose la question. Si vous posez la question de savoir si on doit abandonner l'Afghanistan aujourd'hui et laisser les talibans reprendre le pouvoir, je pense que vous aurez une réponse assez nette de l'opinion. Bonsoir. Alors déjà, merci pour votre exposé. Vous avez parlé du cyber à un moment et j'aurais aimé savoir si vous pensez que le fait que les pays essayent de ne pas partager énormément sur le cyber, c'est parce que c'est un secteur qui est assez nouveau. Est-ce qu'il y a des initiatives pour mettre en commun une défense cyber ou des recherches dans ce domaine-là? Ou alors est-ce que ça va rester un secteur dans lequel chaque pays va garder ses prérogatives, car lui permettant de faire une guerre un peu clandestine par rapport à une guerre dans le monde réel? Merci beaucoup. Alors, dans le cyber, il y a des choses qu'on peut partager, il y a des choses qui sont plus difficiles à partager.
Quand vous ouvrez vos ordinateurs à des équipes internationales, vous montrez ce que vous avez. Vous montrez ce que vous avez dans vos ordinateurs. D'abord, toutes les données, etc. Vous montrez ce que vous avez en termes de défense. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à partager ça avec tout le monde? Ça, c'est la question. Y compris vos amis. Pas sûr. Pas sûr. Quand on voit l'espionnage industriel ou la collecte de renseignements, je ne vous renvoie pas à des lanceurs d'alerte connus ou à des films connus, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Mignot. Alors j'aurais une question, et je vais l'illustrer avec une proposition. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui l'OTAN est adaptée à la situation géopolitique actuelle? Ce que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec vous quand vous me dites que les États-Unis, on a besoin des États-Unis. Nous les Français, nous les Européens. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux, pas de faire chacun chez soi évidemment, mais qu'il n'y ait pas un OTAN plutôt à l'échelle européenne et qu'on coopère largement avec les États-Unis? Alors, moi, je suis en M2 en intelligence économique à l'ILERI, et parfois, j'ai l'impression que l'OTAN sert un peu de marketing aux États-Unis. Quand, par exemple, quand les États-Unis font des opérations militaires le long de la Russie, je ne dis pas que la Russie est pas agressive, mais elle l'est, bien sûr, enfin, elle l'est. Mais le fait de pousser un peu les Russes en provocation, effectivement, ça permet de dire aux Pays-Baltes, aux Polonais, vous voyez, c'est dangereux. Alors, augmentez vos budgets et achetez des armes. Alors, je pense que la Lettonie, la Hongrie ont du mal à produire des armes. Par contre, les États-Unis, ils en produisent beaucoup. Est-ce que ça ne serait pas mieux, justement, qu'on soit, pour une fois, les Français et les Européens regardent les Américains et leur disent, écoutez, soyons à égalité, parce que ça m'embête vraiment d'être dans une alliance militaire où le leader, il est totalement, totalement lié à son opinion publique. C'est quand même les Américains, je veux dire les Américains au sens, ceux qui votent aux élections, qui font, pas la pluie et le beau temps, mais presque. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Vous avez tout à fait raison de dire que l'OTAN, c'est les États-Unis. C'est clair. Et que les États-Unis, leur politique, elle est inspirée, elle est influencée par leur opinion publique. Ça, c'est absolument incontestable. Après, je crois que l'histoire de la construction européenne montre, et Jean-Dominique Giuliani pourrait la développer longuement, montre que l'Europe commence à s'affirmer en matière de sécurité et de défense, petit à petit. Je crois qu'il y a une prise de conscience aussi de la part des Européens que les Américains ne seront pas toujours là. Et donc il faudrait peut-être réfléchir. Alors ça donne lieu à des réponses un peu en ordre dispersé. Il y a ceux qui se disent renforçons l'OTAN, c'est absolument essentiel. Il y en a d'autres qui disent nous, on achètera américain et donc ils nous aideront. On va renforcer nos relations bilatérales. Et puis il y en a d'autres qui disent tout ça, finalement on n'est pas tellement menacé, on n'a pas besoin d'investir tellement. C'est des sujets pour ceux qui veulent jouer un rôle mondial, ce n'est pas notre cas. Nous, on a des intérêts qui sont régionaux. Vous voyez, il y a des réponses qui sont très différentes, et ces réponses très différentes entre pays européens, on les retrouve dans l'Union européenne. D'où la difficulté aussi de construire ce que la France pousse beaucoup, mais qui trouve, il faut bien en être conscient, peu d'écho en Europe, c'est l'autonomie stratégique. Alors, elle a été affirmée, réaffirmée, et elle est tout à fait souhaitable parce qu'on voit bien que les Européens doivent peser par rapport aux autres grands blocs et aux autres grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, et que lorsque les Européens sont unis, ils arrivent à peser et à négocier à leur avantage au plan international. Donc je crois que cette construction européenne en matière de défense, elle est tout à fait souhaitable. Il faut que les Européens renforcent leur potentiel militaire, leur capacité à agir en commun, leur industrie de défense aussi, parce que
On ne peut pas investir des deniers publics et l'argent du contribuable comme ça pendant des décennies pour acheter des équipements ailleurs. Les contribuables ne peuvent pas l'accepter. Et ça, c'est un discours qu'on peut tenir aussi aux Américains. On ne peut pas acheter du matériel américain toujours et tout le temps, parce qu'au final, c'est de l'argent public. Et le chantage auquel vous vous référez, la ministre des Armées, Florence Parly, l'a un petit peu tourné en dérision en parlant, au lieu de mentionner l'article 5 de l'OTAN, elle a parlé de l'article F-35. Vous voyez très bien ce à quoi elle faisait référence, c'est-à-dire aux pressions américaines pour acheter du matériel américain. Bon. Cette bonne guerre des Américains aussi, qui considèrent qu'eux apportent une garantie de sécurité et qu'en échange, ils aimeraient bien avoir un peu un retour. Quand on regarde les contributions des pays européens dans les opérations, que ce soit Afghanistan, Levant, il faut bien reconnaître que les Européens sont quand même ont quand même des contributions modestes. Quand on enlève les grands pays européens, les contributions sont quand même très, très modestes. Et même prises au global, les contributions européennes restent modestes. Pardon. Oui, bonsoir. Je voulais juste poursuivre un petit peu la question précédente avec ne pensez-vous pas qu'en Europe, aujourd'hui, la défense européenne ne concernerait aujourd'hui que deux grandes armées, qui sont la France et l'Angleterre? Et après, avec le Brexit, qu'est-ce que ça donne? Parce que est-ce que ce n'est pas ces deux seules armées qui ont des capacités d'intervention dans le monde, la France en Afrique et ailleurs? Et ma deuxième petite question, c'est quid de la relation entre l'OTAN et la Turquie, avec les derniers événements, et notamment le rapprochement de la Turquie avec l'Iran et la Russie? Effectivement, il y a une culture stratégique très proche entre la France et le Royaume-Uni, et il y a un format d'armée un peu similaire, même si avec les coupes budgétaires, les Britanniques perdent des capacités clés. Mais il y a aussi d'autres armées en Europe. Alors, il y a un sous-investissement en Allemagne, mais il y a quand même un outil. Le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle est prise dans des contradictions, qui est que l'armement, l'armée, tout ça n'est pas très populaire. Les interventions étrangères, alors là, pas du tout. Mais qu'il y a quand même une conscience que l'Europe doit quand même se doter de moyens supplémentaires. Ils ne voient pas forcément les choses toujours de la même façon que les Français. Donc on voit bien que l'Allemagne est un peu tiraillée entre des exigences un peu contradictoires. Il y a des grands pays comme l'Italie, l'Espagne, des pays qui sont extrêmement sérieux en matière de défense comme les Pays-Bas, le Danemark et même l'Estonie qui envoie des contingents dans le Sahel. Il y a des pays, même petits, qui sont extrêmement intéressants. La Finlande, la Suède. Et donc je crois qu'il faut travailler avec tous ces pays et essayer de créer une culture stratégique commune. Je crois qu'il y a une initiative qui était intéressante, qui est l'initiative européenne d'intervention, qui permet si vous pouviez avoir un petit intervenant sur le sujet, ça serait bien, c'est vraiment une initiative militaire. Alors c'est une idée du président de la République qui est dans son discours à la Sorbonne, mais c'est une initiative militaire très concrète qui permet de rapprocher les cultures stratégiques, de partager les évaluations des menaces et d'apprendre à travailler en commun pour que s'il y avait un besoin, eh bien, on soit plus facilement capable d'agir ensemble. Alors évidemment, le Brexit est un facteur de complexité. Il va falloir trouver des palliatifs pour surmonter ça. L'initiative européenne d'intervention en est une. Ça permet d'avoir le Royaume-Uni dans cette initiative. Après, je crois qu'il peut y avoir des synergies multinationales ou polynationales en fonction des sujets. Le Portugal va être intéressé par tout ce qui est dimension maritime. La République tchèque, par définition, un peu moins. Bonsoir, Monsieur Mignot. Je m'appelle Guillaume, je suis en bachelor 1 à l'Illerie. Merci tout d'abord d'être venu rencontrer les jeunes Illériens, ça fait plaisir.
Je voulais vous demander, en fait, comment l'OTAN arrivait à légitimer ces actions menées à l'étranger. Vous avez évoqué l'exemple de la mer Méditerranée, mais aussi de l'Afghanistan. Ces interventions, d'une certaine manière, elles relèvent un peu de l'ingérence, et ça bafoue, d'un côté, la charte onusienne qui défend l'idée qu'on n'a pas le droit de s'ingérer par la force d'un État, mais aussi le droit international. On n'a pas le droit d'intervenir dans les actions, enfin en tout cas dans la politique intérieure d'un État comme ça. Donc comment on légitime ces actions en rapport avec le droit Les opérations de l'OTAN, que ce soit l'Afghanistan, la Libye, les opérations maritimes, elles ont toutes été faites en application des résolutions du Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas de problème ni de légalité, de légitimité. Après, on peut discuter des différentes formes de légitimité. Légitimité vis-à-vis des opinions, légitimité vis-à-vis des buts, légitimité vis-à-vis des résultats obtenus. Il y a toutes sortes de légitimités. Aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des opérations de l'OTAN, les forces de l'OTAN qui sont au Kosovo, les 4000 hommes que j'ai parlé, il y a même des forces non-OTAN qui sont intégrées dans cette opération de l'OTAN. Les plus chauds partisans de cette présence sont les Serbes. C'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est quand même vu comme une force de stabilisation pour la région. Après, on peut parler longtemps de l'Afghanistan. Les choses, je pense que tout a été fait pour essayer de faire monter en puissance les forces afghanes, qui sont capables de faire beaucoup de choses pour que la sécurité s'installe et que le pays se développe et qu'il assume lui-même sa sécurité. C'est ça l'objectif. Après, je crois que tout le monde a été pris de court par la volonté du président américain de se retirer de l'OTAN avant que le travail soit terminé. Tout ça est arrivé aussi en télescopage avec le processus politique pour essayer de trouver une forme de réintégration des talibans dans le jeu politique afghan. Après, on peut discuter, savoir si réintégrer les talibans est une bonne chose ou une mauvaise chose. Le fait est qu'ils sont une force importante et une force violente. Ce sont eux qui font les attentats en Afghanistan, ce sont eux qui font les coups de force, et ce sont eux qui font des morts en Afghanistan, les talibans. Donc, et ceux qui aident au développement de l'Afghanistan, ce sont les forces internationales et ce sont les organisations internationales qui financent le développement de l'Afghanistan. Plus de questions? C'est le moment ou jamais, là. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mignot, pour votre conférence. Merci au nom d'Illery Défense et merci au nom d'Illery.